Aujourd'hui, on est à bord de mon Audi A3 3 litres de V6. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on parle d'éthanol. Ce qui est chiant, en fait, c'est qu'il y a trop de gens qui parlent d'éthanol. Et donc, moi, j'en fais partie. Des mecs chiants qui parlent d'éthanol. Ça fait 3 ans que j'étudie le sujet. Et 2 ans que je fouille dans ma cartographie. De façon acharnée sans rien comprendre. Ça, c'est qu'à chaque fois, je pécho des petites infos. Et si tu veux, quand tu te lances dans la recherche, dans une cartographie, tu es au milieu de la forêt amazonienne, nu, et sans outils, ni habits, ni quoi que ce soit, et t'es tout seul. Le problème, c'est que si t'es acharné, et tu te laisses pas abattre, et tu y vas, hein. Faut y aller à un moment donné. Donc à chaque fois, tu trouves des petits outils, des petits trucs, des petits machins qui t'aident. Et donc au bout d'un moment, tu commences à comprendre ce qui se passe. Et tu commences à comprendre qu'il y en a beaucoup qui disent de la merde. Et si je fais cette petite vidéo, c'est parce que en fait, j'ai trouvé un bouton. Alors ça fait maintenant plus d'1 an que je roule à l'éthanol, donc j'ai pas de problème, à part démarrage à froid, mais du coup j'ai trouvé la cartographie qui s'appelle Call Start, donc pour les problèmes de démarrage à froid. Il faut juste que là, tu vois, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais regarder au démarreur à combien il tourne, parce que dans la carto, en fait, t'as les valeurs, je crois, elles vont de 0 à 1200 tours minute, en fait, ce qui est un démarreur. La carto s'arrête là, va pas plus loin. Et je crois que tu as des valeurs en lambda, donc en fait il faut aller bouger ça. Et puis tu as des valeurs en X des températures. En fait ça va de moins 40 degrés à 90 degrés. Et donc du coup, moi 100% éthanol ça fonctionne, mais elle peine à démarrer. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui leurrent le capteur de liquide de refroidissement avec une résistance. Donc ça, faut regarder le tableau constructeur en fonction de la température. Donc en fait, ils font croire au calculateur qu'il fait très très froid. Comme ça enrichit à mort et ça démarre. Et ça fonctionne. Donc des fois, en fait, il faut arrêter de se faire chier. Ouais, mais faut faire une cartographie, nanana. Non, si ça marche, vas-y mec, ça marche, te fais pas chier. J'ai 2-3 amis qui font ça, voilà, ils ont un potard qui doit être à 10 kg. Ils le mettent à fond manuellement, c'est un starter, voilà. Ça fonctionne. Pourquoi te faire chier à essayer de planter ton calculateur pour faire un truc propre que tu n'y arriveras pas ou que tu vas mettre 3 ans à faire. Donc moi j'ai trouvé cette map et donc je vais aller la tâter, mais j'ai trouvé le bouton magique. Donc en fait pour passer à l'éthanol, il y a plusieurs façons de faire, parce qu'en fait si tu veux, t'as la norme OBD2 qui impose grâce depuis qu'il y a les sondes lambda, qui impose le fait que ça ne pollue pas. Donc pour que tes véhicules ne polluent pas, il te faut un catalyseur, véhicule essence. Et ce catalyseur, lui, il a un problème. C'est que si ton AFR, donc ton lambda, est riche ou pauvre, donc trop riche ou trop pauvre, le cata se détériore. Alors, t'en as beaucoup qui pensent que, en fait, j'invente rien. Je l'ai lu dans les SSP Volkswagen. Donc, je te cause d'un truc. Je sais plus lequel c'est. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les anciens SSP, quand ils ont commencé à parler, à mettre des calculateurs dans les bagnoles, en fait, les infos, elles étaient là. Aujourd'hui, c'est compliqué de les trouver, mais maintenant, en fait, avant, il y avait les infos. Donc, faut lire les vieux documents. Parce que même dans les vieux SSP, ils te parlaient de cartographie. Donc, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Donc, en fait, c'est très bien de lire ça pour comprendre les débuts. En fait, si tu veux, ça sert à rien de te lancer dans les cartographies si déjà, tu sais pas à quoi servent tous tes capteurs. Si tu vois un capteur sur ta bagnole et tu dis, bah, je sais pas à quoi il sert, oublie, commence par là, commence à regarder tous tes capteurs, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils renvoient comme valeur, et après, dans la cartographie, tu te diras, ah ouais, lui, c'est lui qui fait ça, du coup, on s'en bat les couilles. Si tu veux, moi, dans la cartographie, t'as les premières valeurs, c'est quoi? C'est les premiers trucs que j'ai trouvés, c'est la membrane, parce qu'en fait, il y a 2 sorties d'échappement, et t'as une petite membrane qui s'ouvre et qui laisse passer le deuxième pot ou pas, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, ça fait plus de bruit quand t'appuies fort. Et en fait, il y a une cartographie pour ça. Donc ça, c'est un des premiers trucs que j'ai trouvé. En fait, il marche très bien d'origine. On s'en bat les couilles, il n'y a pas besoin d'aller la modifier. Moi, ça me va très bien. Tu laisses un petit filet, ça fait pas de bruit. Quand t'appuies à fond, ça fait du bruit. Donc je sais que moi, je peux choisir de vouloir faire du bruit ou pas avec ce pot-là. Cette cartographie, je n'y toucherai pas. En fait, tu as une cartographie pour tout. Et suite à ça, tu as des coefficients. Donc quand j'entends les mecs qui disent « Ouais, mais tu roules pauvre, tu comprends, tu vas tout casser ». En fait, moi, j'avais une Derby.
une petite 50. Et à l'époque, on réglait des carbus. Et on réglait ça à la bougie. Donc en fait, moi je restais une semaine avec un moteur pauvre et ou trop riche et il n'y avait pas vraiment de problème. Il faut arrêter de psychoter là-dessus. Oui, rouler pauvre, c'est pas bien, mais pourquoi? Parce que premièrement, quand tu roules pauvre, tu échauffes. Le tout premier truc, c'est que tu vas échauffer ton catalyseur et il va se détériorer. Si t'es trop riche, il va faire pareil. Parce que je me suis un peu écarté du sujet, mais c'est de là que je voulais en venir. Donc il va faire pareil. Donc trop riche, trop pauvre, il va s'éclater. Dans les cartographies, il y a ce qu'on appelle des singles, donc c'est des valeurs qui sont toutes seules. Et il y a une limiteuse de température pour le catalyseur. C'est-à-dire qu'elle est tarée, je crois c'est 650 ou 700 degrés. Tu as une valeur seule qui est là, et que si ta sonde lambda qui fait également EGT, donc les sondes de température d'échappement, si elle voit que tu es déjà à cette valeur-là, elle va te calmer direct. En fait, c'est elle qui décide en dernier lieu de dire non, stop, on arrête. Donc, faut arrêter de croire que oui, tu vas rouler trop pauvre, tu vas tout niquer. Donc, déjà, quand tu vires le kata, cette single-là, tu peux l'augmenter, ce qui va t'éviter les restrictions à propos de ça. Mais je pense que c'est bien de la laisser. Enfin, ça dépend après dans quoi tu pars. Mais si ton but c'est juste de rouler à l'éthanol, autant la laisser. Donc, je reviens sur le sujet. Depuis donc qu'ils ont sorti les sondes lambda, en fait, les normes européennes ont imposé qu'il y a un réglage. Donc en fait, le réglage va se faire grâce aux sondes lambda. Donc la sonde lambda va te régler ton mélange, riche ou pauvre, pour protéger ton catalyseur, pour que tu aies un AFR de 14,7, donc lambda 1, pour que ton catalyseur soit performant, pour qu'il dépollue. Quand tu descends ton AFR, tu marches mieux, tu consommes plus, donc tu pollues plus, mais aussi tu détériores petit à petit ton catalyseur. Donc c'est pareil, ça se fait pas d'un coup, mais ça se fait. Et donc, tu pourrais éventuellement, on dirait que quand tu écoutes les gens, on dirait que ça y est, tu as un AFR de 15, oh, tu vas tout casser tout de suite. Non, en fait, tu vas pas tout casser tout de suite. Tu vas commencer à échauffer ton moteur, et il peut y avoir des problèmes, genre si tu restes sur autoroute à 5000 tours au bout d'un moment. C'est-à-dire que vu qu'on a les sondes lambda qui font EGT et qui te protègent avec des singles limiteuses, quand ils voient que, je crois que, donc pour le kata, ça doit être 650-700 degrés, et pour les sondes lambda qu'il y a avant le kata, donc déjà elles sont assez loin de la culasse, donc déjà la valeur elle a déjà eu le temps en fait de refroidir. Mais je crois qu'elle est à, je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être 850, 900 degrés. Donc, il y a une valeur pour celle-là encore qui dit que si tu atteins cette limite-là, faut arrêter. Donc, en fait, le calculateur, il a été étudié pour protéger les organes du moteur. Donc, après, tu as les normes OBD qui imposent donc le réglage de l'essence. Donc, en fait, ça se fait tout seul. Au-delà d'une certaine limite, tu peux pas faire non plus des trucs de ouf, tu vois. Tu peux pas genre passer à éthanol et turbo en restant tout d'origine. C'est trop. Donc il faut regarder. En fait, t'as les 8, t'as 8, ce qu'on appelle le pass test, c'est les 8 valeurs que tu dois respecter pour ne pas polluer. Donc tu as par exemple, est-ce que le catalyseur fonctionne? Donc tu as la sonde avant et après qui va dire ok ça fonctionne. Mais pour ça, faut avoir roulé, faut qu'il ait chauffé et qu'il ait renvoyé les bonnes valeurs. Parce que à froid, il va pas te donner le bon truc. Tu as est-ce que la résistance de la sonde lambda fonctionne? Ça c'est une autre valeur. Et en fait, tu as 8 tests comme ça qui se font. T'en as qui se font en direct et t'en as qui se font en roulant. Il y en a un même qu'il faut avoir parcouru, je crois c'est plus de 10 minutes à 130 km/h pour qu'il valide son pass test. Et quand ce pass-test est passé, tu n'as pas le voyant OBD qui s'allume. Donc le voyant, tu sais, c'est le petit truc moteur. C'est quand les gens ils disent « Hey, j'ai le voyant, c'est quoi le problème ?» En fait, le vrai problème, si le voyant s'allume, ça veut dire que tu pollues. Mais derrière, ça peut être des milliards de trucs qui te font polluer. Donc, si par exemple ta sonde lambda, elle marche pas, tu n'auras pas d'adaptation, donc tu vas polluer. Si ton catalyseur, il est pas là, tu vas polluer. Donc en fait, si tu as une sonde de température qui marche pas, le calculateur il pourra pas faire le bon truc, donc tu vas polluer. Donc en fait, il faut avoir passé ces 8 valeurs-là pour ne pas polluer, pour contenter l'OBD, le voyant. Le voyant, je sais plus comment il s'appelle, bref, le voyant avec le petit orange, avec le petit moteur. Donc, quand, par exemple, tu passes à l'éthanol sans rien faire, le calculateur, en fait, d'ailleurs j'ai filmé, je vais te mettre j'avais filmé il y a longtemps et je me suis dit, vas-y, je comprends rien, c'est pas très intéressant, j'ai pas fait de suite, je vais pas mettre ça en ligne, mais je vais le garder au cas où un jour j'en parle. Et aujourd'hui, j'en parle. Donc là, je vais te montrer
les tout premiers trucs que j'avais fait, en fait, j'avais commencé à... En fait, il y a un truc dans le logiciel pour regarder n'importe quel logiciel d'OBD le fait. En fait, t'as les long time fuel trim et les short time fuel trim. Et ça, je l'ai appris sur la chaîne de Garage Jeep qui avait fait une vidéo sur les fuel trim. Et en fait, depuis cette vidéo, j'ai eu une révélation. Donc je suis pas trop sa chaîne, mais je sais que grâce à cette vidéo, ça m'a ouvert l'esprit sur les sons de lambda. Donc va voir sa chaîne parce que c'est clair et net. En fait, c'est compliqué ce qu'il explique, mais c'est la base. Donc en fait, faut voir cette vidéo. Donc je vais pas moi refaire la même vidéo, sachant que ce qu'il a fait c'est parfait. Donc du coup, tu as plusieurs façons. Donc si, ah oui, alors oui, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis 10% par 10% d'éthanol. Et en fait, quand tu mets le logiciel de Diag, tu as comment ça s'appelle, les fuel trim qui se mettent en route. C'est-à-dire que ce sont des adaptations. Donc tu as les adaptations à court terme et à long terme. Donc c'est justement ce qu'il explique. Donc en gros, à court terme, c'est en direct. Et à long terme, c'est quand le direct, il a compris que c'était permanent, il le fait passer en long terme. Donc en fait, les vrais fuel trim, c'est l'association, c'est l'addition des deux qui te donne ta valeur. Donc en fait, c'est des pourcentages d'adaptation qui vont enrichir le mélange ou l'appauvrir en fonction de ta carte d'origine. Donc, suite à ces valeurs-là, tu as plusieurs façons en fait de passer à l'éthanol. Donc soit tu peux aller modifier toutes les cartographies d'injection pour augmenter, parce que oui, l'augmentation fait que l'éthanol impose une augmentation de... Ça, vous le savez tous, c'est 30%. Après, il faut se méfier parce que on parle de 30%, mais on précise pas si c'est en quantité injectée ou en poids. On précise pas si c'est en poids ou en masse, donc il faut faire attention à ça. Dans tous les cas, les calculateurs, en fait, depuis qu'il y a eu les sondes lambda, ils te règlent automatiquement l'enrichissement et l'avance à l'allumage. Donc, c'est pareil, en allumage, je crois il y a 22 cartos d'avance à l'allumage pour mon VR6, c'est énorme. En fait, t'as des cartos minimum, si tu veux, t'as une carto de base avec les déphaseurs à fond dans un sens, t'as une autre carto avec les déphaseurs à fond dans l'autre sens. Après, t'as une carto qui te donne l'avance à l'allumage minimum, parce qu'en fait, t'as des coefficients qui s'appliquent. Donc, t'as une maxi, une mini, une de base. Donc, en fonction des coefficients de ce qui se passe avec les températures, avec les capteurs de cliquetis et tout ce merdier, si tu veux, il y a un moment, faut pas que ta carte de base plus le coefficient dépasse une certaine valeur. Donc c'est pour ça que t'as des cartos d'extrême en fait. Et après t'as des cartos de protection. Enfin, c'est un merdier, mais en fait c'est ouf. Et c'est pour ça que, en fait, plus je comprends le système, plus je me dis que putain, pour casser un moteur, tu vas casser le calculateur avant, tu vois. Donc après, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai pas fait vraiment beaucoup de tests parce que je préfère tout comprendre et me lancer plutôt que de me lancer à l'arrache et d'avoir rien compris. Donc après, j'écoute ce que les gens disent, mais moi j'ai un problème dans ma vie, c'est que je ne crois que ce que je vois. Donc t'as beau me dire tout ce que tu veux, je vais aller vérifier. Il faut que je vérifie. Je peux pas faire un truc et te croire sur parole. Il faut que derrière il y ait une preuve en fait. C'est là c'est ok, c'est ça, oui, ok, d'accord. Je valide, j'ai compris, on peut y aller. Sans ça, j'ai du mal à faire les choses, en fait. C'est pour ça que je prends du temps et je suis acharné des fois sur certaines données et c'est pénible parce que tu vois, les cartos là, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Tu comprends petit à petit, c'est relou, en fait. Donc, pour revenir au truc, tu as en fait, donc ces fameuses adaptations. Et en fait, vu que le véhicule il est prévu pour fonctionner à l'essence, quand tu dépasses un certain seuil, en fait, c'est pas normal. La voiture comprend que c'est pas normal. Donc, en fait, elle va te dire, attention, tu consommes trop. Donc, tu pollues. Donc, j'allume le voyant. Et donc, ça, c'est avec une limite des fameux long time fuel trim que tu peux aller regarder toi. Donc, c'est un pourcentage d'adaptation. C'est-à-dire, par rapport à la carte de base d'injection, la sonde lambda, elle a repéré que tu étais pauvre. Donc, elle va t'enrichir de tant de pourcents. Et elle va remonter un peu l'allumage. Mais ça, c'est à part. Et donc, en fait, vu qu'on passe dans des... En fait, le but, ça va être de se rapprocher un maximum d'adaptation à 0% pour que en fait ça passe plus par les coefficients et comme ça perd pas de temps, parce que les premiers calculateurs qui sont sortis avec les adaptations,
tu avais deux façons de faire. Tu avais la boucle fermée et la boucle ouverte. Et en fait, la boucle fermée, ça veut dire que le calcul, il se fait consciencieusement en observant les valeurs, en écoutant ce que la sonde lambda a dit, et grâce à cette valeur de sonde lambda, on pouvait adapter. Seulement, ça marchait au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire que les premières sondes lambda, en fait, elles avaient un problème, c'est que si tu étais trop riche ou trop pauvre, elle te disait de la merde. Et dans tous les cas, elle était très lente. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont développé un système où ça observe à ce moment-là. D'ailleurs, au début, c'était que pour les réglages au ralenti, je crois. Parce qu'il y avait que là où ça tournait pas vite, où vraiment ça pouvait faire l'adaptation. Donc en fait, ça, c'est les sondes lambda à bande étroite, donc c'est les 4 fils. Tu as le capteur sur 2 fils et la résistance chauffante sur 2 autres fils. Et donc cette sonde lambda maintenant est obsolète parce qu'elle est très lente. Donc pour contrôler un catalyseur, ça suffit. Donc en général, c'est ce qu'on met derrière les katas pour savoir si il est bon ou pas. Mais pour régler les adaptations de carburant, c'est pas suffisant en fait. C'est pour ça que les nouvelles générations, tu as les sondes lambda à large bande. Et ça, c'est le feu. Parce que ça, en fait, ça te donne une valeur très précise et très rapide. Et je crois que ça s'appelle les LSU 4.9, un truc comme ça. C'est Bosch qui fait ça. Et c'est ce qu'il y a partout maintenant. Donc j'ai ça sur ma caisse, il y en a 2. Du coup, grâce à ça, en fait, t'as plus de boucles ouvertes. C'est-à-dire qu'avant, tu avais boucle fermée où ça calculait propre et c'était bon. Et après, boucle ouverte, c'était bon au feeling. Et ça marchait. Il n'y avait pas de problème. T'as pas entendu de Twingo qu'on cassait des moteurs parce qu'ils roulaient pauvres. Je crois pas, tu vois. Et du coup, maintenant, ça adapte ultra précisément. Donc, en fait, je suis pas sûr de ce que je dis, mais avec toutes les recherches que j'ai fait, si tu as un stage, c'est-à-dire que si le gars, il t'a fait la carto avec un lambda, là, je vais me mettre des gens à dos sûrement, mais c'est ce que je pense parce que j'ai beaucoup cherché. Si tu fais une demande d'AFR inférieure à 14,7, donc lambda de 1, sur longtemps, hein, tu vois, pas genre sur une fin de plage, mais sur toute une carto complète, si tu as une demande d'AFR qui n'est pas à lambda de 1 ou à 14,7 de demande, en fait, tu es en train de baiser ton kata. Donc ça veut dire que si tu es des kata, ok, si t'es pas des kata, il va durer moins longtemps, on va dire. C'est pareil, ça va pas te le baiser dans la semaine. Du coup, je disais, il y a plusieurs façons de passer à l'éthanol. Dans tous les cas, on a le problème de démarrage à froid. Donc il y a une carte pour ça. Sinon, la fameuse résistance sur la sonde de température de liquide de refroidissement, apparemment ça fonctionne très bien et c'est logique parce que quand tu la trompes, elle va te chercher la valeur dans la carto qui t'enrichit à mort. Donc en fait, c'est pareil. Apparemment, ça suffit large pour démarrer. Parce qu'en fait, moi j'ai la chance, c'est que déjà ma voiture dort au garage et que je suis dans une zone où il fait pas très très froid. Donc je mets un coup, je le lance, comme ça a giclé de l'essence dedans. Et un deuxième coup, elle démarre direct. Et en fait, elle pétarade même pas, elle cale pas ou quoi. Et ça, c'est d'origine. Et donc du coup, 100% éthanol, j'ai les fuel trim qui se bloquent à 25%. Donc je disais, je vais finir par y arriver. Tu as donc plusieurs façons de passer à l'éthanol. Soit tu modifies toutes les cartos d'injection, donc du coup tu enrichis. En fait, ça va contenter les fuel trim pour qu'ils se rapprochent le plus possible de zéro. J'ai lu des documentations américaines, je crois. Donc je parle pas anglais, j'ai fait la traduction Google Trad comme tout le monde. Et ils disent qu'il faut être entre 0 et 10. Donc quand tu es dans... Parce qu'en fait, si tu veux, l'essence, elle n'est pas toujours la même à la pompe à essence. Ton moteur, il peut avoir un petit problème, donc du coup, ça va adapter dans un sens ou dans l'autre. Bref, moi j'ai noté que le 10, j'étais à 5%. Et après, j'ai fait tout un tas de tests où j'ai descendu, où en fait, je faisais 10% d'éthanol, 20% d'éthanol, 30% d'éthanol. Et en fait, j'ai fait comme ça toutes les phases jusqu'à 40%. Et après, ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Et c'est pour ça qu'il y a les anciennes vidéos que je risque de te montrer dans celle-là. Parce que du coup, maintenant, c'est intéressant. Et donc, du coup, je suis allé jusqu'à bloquer le truc. Et donc, en fait, les adaptations se font jusqu'à 25% sur ce calculateur-là. Donc au-delà, tu sais pas ce qui se passe et ça se trouve, ça n'adapte plus. Donc là, on rentre dans le cas de figure où du coup, il y a perte de puissance et
échauffement du moteur. Et donc, pour ramener les fuel trim, pour contenter les fuel trim, parce qu'en fait, ceux qui sont très pointus pour faire des réglages de moteur, ils désactivent l'adaptation des fuel trim. Donc en fait, ça, c'est dans des valeurs binaires qu'il faut passer avec un certain code pour les désactiver provisoirement, pour faire un vrai réglage, pour après les réactiver, parce que toi, tu vas rouler et que tu as besoin de ta voiture et que tu as besoin de pas casser ton moteur. Du coup, je te dis un exemple tout con. T'as un trou dans, je sais pas, ton filtre, il s'encrasse. Voilà, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Plus les années passent, plus ton filtre à air s'encrasse. Donc en fait, t'as plus le même taux d'air qui rentre dans le moteur. Donc il y a un moment, il faut bien faire un bout d'adaptation. On est d'accord. Et donc en fait, tout ça contribue. Donc c'est pour ça que c'est très bien. C'est de la magie. Les fuel trim, c'est trop bien qu'il y ait ça. Et par contre, il y a un seuil à pas dépasser. Et il y a une raison. C'est-à-dire que ton injecteur, il débite. Il a été calculé pour ton moteur en fonction de sa pression. Donc, d'origine, moi, c'est régulateur 4 bars. Et je crois que c'est des gros injecteurs comme la Golf 5 R32 et non pas comme la Golf 4. Parce que sur la Golf 4, je crois que c'est pas les mêmes injecteurs. Parce que la rampe d'injection n'est pas au même endroit. Enfin, parce que la rampe d'injection, elle a un retour, alors que sur l'Audi A3, en fait, sur la Golf 5 et R32 et l'Audi A3, le retour, il se fait au niveau du filtre derrière. Et c'est là-dedans qu'il y a le régulateur. Et en fait, ce système-là a été fait pour pas que l'essence qui passe vers le moteur et retourne dans le réservoir s'échauffe. Parce que, en fait, vu qu'il s'échauffe, il y a une perte voilà. Il dilate et il y a une perte. Et donc du coup, en fait, pour contenter les fuel trim, oui, donc je disais, tu as le régulateur qui est, donc moi, il est à 4 bars. Quand tu es à 7000 tours à fond et que tu restes, soit tu as une pompe au cul qui envoie du steak et donc elle te fournit ces 4 bars en permanence. Et donc du coup, bah c'est bon. Soit tu as une pompe de merde et en fait, le calculateur, il croit qu'il y a 4 bars. Mais en fait, vu que ça débite, bah t'as plus que 3 bars et quelques, tu vois. Et ce qui est normal, parce que si tu as une perte à un endroit, donc là en l'occurrence, c'est l'injecteur qui pisse pour t'injecter dans le moteur, ça fait une perte, donc tu as une petite chute de pression. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir une pompe au cul qui débite bien. Enfin, moi c'est l'origine, enfin, je l'ai changé parce qu'elle a cramé. Parce que souvent, quand tu passes à l'éthanol, je sais pas pourquoi, tu crames les pompes. Voilà. Faut t'y attendre. Dès que tu passes à l'éthanol, ta pompe, je sais pas, ça fait un truc bizarre. Elle crame tout. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui passent à l'éthanol comme ça, juste pour test. Ça crame les pompes. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène-là, que la régulation n'est pas la même. Il y a aussi le phénomène que, bon là, c'est pas dans ce cas de figure-là, mais quand on parle de 4 bars, il faut prendre en considération 2 choses. C'est-à-dire que tu as 4 bars d'un côté et tu as 1 bar de pression atmosphérique de l'autre. Donc, quand ton moteur atmosphérique aspire, de l'autre côté de l'injecteur, tu as moins d'1 bar parce que ton piston il descend, donc tu as une aspiration. Donc en fait, tu es à peu près à 0,5 bar contre 4 bars. Donc en fait, au final, c'est comme si on était à 4 bars et demi. Est-ce que tu comprends l'idée? Et ça, c'est important parce que autant en atmo, tu es à 0,5 en dépression, autant quand tu es en turbo, ces valeurs-là bougent beaucoup. Donc en fait, tu peux avoir un bon débit constant à ta pompe, mais si tu veux, vu que ta variation de dépression, pression dans le collecteur d'admission est juste à l'endroit où tu as ton injecteur, en fait, tu vas avoir une pression qui va être différente, donc automatiquement la pression de ton injecteur, même si au cul elle est à 4 bars avec ton régulateur, elle va être injectée différemment. Elle n'aura pas la même pression parce que dehors de l'injecteur, t'as pas tout le temps la même pression constante. Donc, plusieurs choses pour passer à l'éthanol. Soit tu mets des injecteurs plus gros. Du coup, tu vas contenter tes fuel trim parce que ta cartographie, elle croit que tu as tel injecteur alors qu'ils sont plus gros. Donc, elle injecte pareil alors qu'ils sont plus gros. Donc, du coup, tes fuel trim, en fait,
ils vont augmenter si tu es à l'essence et ils vont revenir à 0 si tu es à l'éthanol. Donc en fait, ça, c'est un des trucs les plus simples à faire. Ensuite, et des plus propres. Ensuite, si tu veux pas toucher à ta carto. Ensuite, tu peux mettre un régulateur de pression plus gros, parce que du coup, tes injecteurs, ils vont débiter plus. Parce que si tu n'es plus à 4 bars et que tu es à 6 bars, bah du coup, bah, le même temps d'ouverture fait que ça injectera plus. Mais ta pompe, elle va pas aimer. Ta pompe à essence dans le réservoir. Donc au final, elle va pas durer longtemps. Donc soit tu fais ça, soit tu règles toutes les cartos d'injection en fonction de l'AFR que tu as regardé. Et c'est la chose la plus propre à faire aussi. Soit il y a un bouton magique dans la cartographie qui est un coefficient en fonction de ta taille d'injecteur. Donc si t'es pas trop con, ce coefficient, tu peux le trouver facilement et faire le calcul pour le modifier pour l'éthanol. Ça ne règle pas le problème de démarrage à froid. J'ai trouvé ce coefficient et on va aller juste bouger ça en gardant les AFR d'origine pour préserver le kata. Et c'est pareil, oui, il y a aussi ça. Si tes injecteurs sont trop petits, quand tu passes à l'éthanol, l'adaptation se fait genre à 25%. S'ils peuvent pas débiter, en général, ça va se voir que à haut régime. Et on appelle ça le duty cycle. Donc en fait, un duty cycle, c'est un signal, par exemple un signal carré, qui reste ouvert, fermé, ouvert, fermé. Donc quand tu es au ralenti, ton injecteur il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Mais ça, c'est qu'arrivé à un certain seuil, il a tellement besoin de débiter que, en gros, il reste ouvert. Et là, c'est mauvais, parce que s'il reste ouvert, ça veut dire qu'il débite pas assez. Et s'il débite pas assez, ça veut dire que tu vas rouler pauvre. Donc, tu vas échauffer ton moteur. Donc, tu vas tout casser. Oh putain, il y en a des moteurs qui ont cassé. Du coup, ça fait 30 minutes que je suis en train de te saouler. Je vais te montrer petit à petit ces choses-là. Mais comme je t'ai dit, je vais les vérifier d'abord. Et je sais qu'il y a des gens qui crachent beaucoup. Donc en fait, moi je m'en fous. Je suis sûr que tu as appris au moins une info en regardant cette vidéo. Parce que moi, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Et là, tu vois, ça commence à se rejoindre et je commence à piger le délire. Et donc du coup là, valise de diag. Je vais aller regarder à combien tourne mon démarreur pour aller modifier ma carto démarrage à froid. Et puis je vais faire péter mon coefficient parce que là je suis à plus 25 en fait d'adaptation. Donc je vais aller... en fait je suis à plus 25 et quand je mets donc à 4 bars et quand je mets mon régulateur de 6 bars, j'entends la pompe qui siffle et mes trims ils reviennent propres. Dans tous les cas, j'ai mon duty cycle. Ah oui, alors le duty cycle, c'est qu'il faut... En fait, tu as une petite marge. Si tu veux, ton injecteur il a été calculé pour que à fond, il soit genre à 85% d'ouverture maximum. Donc à chaque tour par minute, il faut que, comment dire, il faut qu'il s'ouvre et qu'il se ferme tout le temps, même dans le cas le plus extrême. Donc moi c'est bon, à 4 bars aussi. J'ai juste mes trims qui sont dégueulasses, mais ça je le sais. Donc en fait, je roulais pas trop à l'éthanol à cause de ça. Et maintenant que j'ai trouvé le bouton magique, je me suis fait un petit tableau Excel pour faire les calculs, parce que les calculs sont un petit peu... sont pas compliqués, mais c'est pas une 4e proportionnelle, tu vois. C'est pas si simple que ça. Bouton magique. OBD. Adaptation à long terme banc 1 et adaptation à long terme banc 2. Donc j'ai fait un plein. Donc là, tu vois, je suis à fond de balle, 25%. Et là, j'ai 10 litres d'essence, donc du 98. Et tout le reste, je crois que je vais avoir 30 litres ou 35 litres en éthanol. Donc là, on est en période d'été, donc l'éthanol, il est au max dans le taux dans les pompes à essence. Donc, tu vois, mes adaptations se font à 25, sachant que je ne suis pas 100% éthanol. Donc, du coup, quand tu parles 100% éthanol, je ne sais pas si le coefficient il s'arrête à 25 ou s'il continue mais qu'il ne l'affiche pas. Ça, c'est un truc que je ne sais pas. Maintenant, je vais aller regarder à combien tourne mon démarreur, comme ça. Donc, sélectionner, moteur, groupe de mesure. Et donc, je crois que le groupe 1, il dit le démarreur. Voilà, j'ai 28, c'est le capteur de
PMH. Là, on est à froid. Donc, on est à 16 degrés. Et écoute bien comment elle va peiner à démarrer. Je vais le laisser exprès pétarader. Tu vois, si je fais ça, en fait, je fais jamais ça. Ce que je fais, c'est que je mets juste un petit coup pour que les injecteurs y pissent. Et je remets un autre coup derrière. Voilà. Puis après, j'ai pas de raté. Ça démarre. Enfin, voilà quoi. Tu veux voir le coef? Je suis sûr que tu veux le voir. Tu veux voir le coef? Tu veux voir la call start? Tu veux voir la map de démarrage à froid? Est-ce que ce mec n'est pas totalement insupportable? On a vu que le démarreur tournait. Donc quand il commence automatiquement à 0. Mais à l'oreille, je sais que quand je démarre en temps et à l'oreille, je dirais que déjà à 50, entre 50 et 100. Parce que là, il a fait 0, il s'est calé à 200 tours minute tout pile. Donc ça veut dire que quand il tourne avec une batterie bonne, taux de compression normal, il est à 200 tours minute. Je sais que avant qu'il arrive à 200 tours minute, il a déjà tourné un moment. Alors que d'habitude, il démarre bien avant. Donc je dirais un petit 50-100. D'accord? Retiens. Et il faisait 16 degrés. Retiens bien. Donc le coef, il est à 0,12 et des bananes pour mes injecteurs. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas à vérifier. Si je dis pas de bêtises, plus tu augmentes ton injecteur, plus tu dois réduire cette valeur. Ce qui voudrait dire que la Golf 4 R32 aurait des injecteurs plus petits, vu que c'est pas la même rampe, je crois bien. Je suis pas sûr, je suis pas du tout sûr de ce que je dis. J'ai pas été voir les refs ou quoi. Donc elle devrait avoir ce coefficient là d'origine plus gros. Tu veux voir la call start? Tu veux voir la call start? Tu veux rien comprendre comme moi à regarder la call start? Allez, regarde ça. Nous avons donc la call start. Donc, température et RPM. On voit que les RPM s'arrêtent à 960 tours minute. Alors, c'est pas du lambda, j'ai dû me tromper. C'est un coefficient. Donc en fait, dans le déroulement du processus, si j'ai bien compris, tu as une valeur qui te dit à quelle température tu prends en compte le facteur de démarrage à froid ou pas. Il y a une autre carte comme ça qui est plus petite, qui est un lissage. Ça doit être une valeur, donc c'est un coefficient. Et après, derrière, tu as un temps. Et on peut voir que, tu vois, moi j'ai dit 200, ça tournait à 200 tours minute, donc ici. Et on était à 16 degrés, donc c'est entre ces deux colonnes-là. Donc il faut prendre ces deux colonnes-là et voir qu'à 200, donc on était totalement en dessous, on est à un coefficient de 1. Donc en fait, la plage du démarreur, là, c'est tous les 1. Et c'est peut-être pour ça que ça merdouille, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas conçue pour dire démarrage à froid plus éthanol. Donc ça doit prendre en compte, je ne suis pas sûr, hein, mais je pense que ça prend en compte aussi tes cartes d'injection. Et donc, on peut voir que le coefficient, plus ça tourne vite, plus le coefficient il baisse. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est un coefficient genre d'air ou d'essence? Ça, je ne le sais pas.
Au début, je pensais que c'était un lambda, ce qui aurait été logique. Mais du coup, plus tu descends, plus tu es riche. Mais alors, si tu as un lambda de 0,18, il y a un problème. C'est pas possible. Lambda mini, c'est 0,7 quoi. C'est pas 0,18. Du coup, après, ça passe par une carto en temps. Donc, tu as un temps qui se déroule. Et en fait, ça, c'est que ça enrichit pour chauffer le kata pour qu'il soit plus performant plus vite. Parce qu'il faut qu'il soit à température pour dépolluer. Et donc, ça, c'est un coefficient. Et du coup, bah, je suis bloqué. Deux solutions. Soit, j'ai déjà vu une carto de Cayenne qui est le même VR6. Et il n'y avait que les deux premières lignes qui étaient bridées à 1. Et les deux suivantes a commencé déjà comme si c'était les deux d'après qu'on voit là. Et il peut se passer ça. Suivant d'où vient le véhicule, il est possible que les démarrages à froid, les facteurs, soient différents en fonction de la localité prévue pour le véhicule. Je pense que par exemple, quand il fabrique un véhicule et qu'il dit tiens, celui-là, il va aller en Russie du Nord, et il n'a pas les mêmes coefficients que celui qui va aller en Afrique du Sud, tu vois. Deux solutions. Soit je bouge mon coef. De toute façon, on est bien sur une carte de démarrage à froid, donc il n'y aurait pas vraiment de problème. Ce que je ne sais pas, c'est dans quel sens le bouger. J'aurais été à 20% moi, donc soit je fais 1.2, soit je fais 0.80, tu vois. Dans tous les cas, ça c'est pris en compte, si j'ai bien compris, pendant un certain temps. Genre ça va de 0 à 1500 secondes, je crois. Et après, ça doit basculer sur l'autre carte normale. Et je crois que la valeur de température à laquelle ça s'est pris en compte, ça doit être 70 degrés liquide de refroidissement. Donc, là, soit on change les valeurs dans la carte, soit on change du coup les valeurs de température en haut, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un démarrage à froid qui va de moins 30 à 90 degrés, sachant que déjà la dernière case, du coup, elle sert à rien parce qu'il est pris en compte que à partir de 70. Est-ce qu'on décalerait pas toutes les valeurs pour être sûr de démarrer? Le problème, c'est que ce qui peut se passer dans les cartos, c'est que donc on a nos X, nos Y, et en fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est le Z. C'est ce qui fait qu'on la voit en 3D, tu vois, c'est l'élévation du truc. Et c'est pas parce que les valeurs qu'il y a dedans correspondent avec les valeurs de X et Y qu'il n'y en a pas qu'une seule. C'est-à-dire que tu peux avoir les mêmes X et Y pour 10 cartes, 10 Z en fait. Tu peux avoir 10 cartos dans le calculateur qui n'ont pas de Y et Z, et X et Y, et il n'y en a qu'un pour toutes, pour les 10. Tu n'as qu'un X et Y. Donc ça veut dire que si tu le modifies là, il va se modifier donc pour celle-là, mais il va se modifier pour toutes les autres. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y en a d'autres pour celle-là? C'est un peu risqué de faire ça. Donc du coup, moi je vais d'abord m'occuper du coef que j'ai vu. Peut-être que ça va m'aider à démarrer, mais j'y crois pas trop parce que... Quoique si, ça peut m'aider parce que vu que je suis à 25 bloqué et que c'est pas assez, ça peut peut-être le faire. Je sais pas. Épisode 2 ou pas épisode 2? Épisode 2, j'explique, ou épisode 2, je garde le secret? J'ai compris un truc. Pourquoi le monde de la reprog était comme ça? En fait, je suis confronté au problème. C'est-à-dire que c'est un peu pénible de passer du temps, toi, de ouf, à rien comprendre, à chercher, à faire des tests, parce que c'est quand même risqué, tu vois. Et de tout donner comme ça au premier Pékin qui vient, c'est travailler pour rien, je trouve. Après, il y a aussi un autre truc que j'ai compris, c'est que tu as différents types de mappeurs. Tu as ceux qui s'occupent pas de rien du tout. Ils achètent la carto, ils la revendent, ça marche, terminé, ils se prennent pas la tête. Tu as ceux qui bidouillent avec certains logiciels qui sont moins pointus, mais ça peut fonctionner tout aussi bien. Tu
T'as ceux qui bidouillent mécaniquement et ça peut fonctionner tout aussi bien. Et t'as ceux qui font genre, qui connaissent, et que quand tu commences à leur parler un peu pointu, et que ils s'aperçoivent qu'ils sont largués, eh ben ça les fait chier, tu vois. Tu vois, d'habitude, ils sont là, ils sont au-dessus des autres parce qu'ils savent reprog. Et quand tu commences à poser des questions pointues comme quoi toi tu connais, vu que le mec il se sent au-dessus des autres parce que lui il sait faire et que du coup tu lui poses une question qu'il sait pas faire, donc ceux-là t'en as deux. T'as ceux qui disent ah ouais vas-y viens on va chercher et ceux qui disent non mais non voilà. Donc c'est dans le monde de la reprog t'as plusieurs types. Après je suis pas là pour juger, je comprends totalement ceux qui gardent leur secret parce que c'est une vraie galère de trouver. Et puis bah quand tu vois que ça coûte cher, bah maintenant je comprends pourquoi. C'est du temps, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Parce que c'est pas quand on a fait une, c'est pas un copier-coller pour l'autre. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est très long. Donc le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, il faut pas cracher sur les gens qui te disent ça coûte tant, ah c'est trop cher. Non, c'est trop cher, mais c'est de la matière grise et ça se paye. Donc dans tous les cas, moi je veux rien. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Ouais, je comprends pas comment on fait, nanana. Je peux pas vous expliquer tous un par un et me répéter 500 fois. C'est pas que je veux pas, c'est que je sais pas qui est en face, je sais pas ce que tu as à m'apporter, je sais pas si tu vas le faire, si je vais perdre mon temps avec toi, tout ça je sais pas parce qu'au final on se connaît pas vraiment. Toi tu me connais peut-être mais moi je te connais pas. Ce que j'ai envie de dire je le dis en vidéo, ce que j'ai pas envie de dire bah je le dis pas tout de suite parce que il y a des gens qui m'apprennent des trucs, qui me disent de me taire et je me tais. Et quand je trouve moi-même, si je suis pas sûr, j'évite de le dire ou je le dis que je suis pas sûr. Et voilà. Donc on va y venir. Je travaille dur parce que c'est très dur. Et voilà, déjà là, je t'ai offert des infos qui devraient te lancer. Après, si tu veux de l'aide, j'ai ouvert un Discord exprès pour ça. Donc, cartographie, diag, mécanique, carrosserie, tout ça, tu vas sur mon Discord. Il y a des gens qui sont là, qui ont posté des trucs. Il y a des épingles pour les choses importantes qu'on notifie. C'est pas moi qui décide. On est un groupe de modérateurs où j'ai le même niveau qu'eux. Donc, s'ils décident d'un truc, ça se fait à la majorité. Si t'as pas ton calculateur dans le listing, tu demandes, on le rajoute. Il y a des exercices. Il y a des gens qui se sont fait chier à faire des exercices. Donc, au lieu d'arriver et de dire hey, « comment on fait ?» Déjà, lis les salons, les catégories, lis ce qu'il y a, lis l'historique des gens qui ont parlé sur le sujet, parce que c'est quand même bien trié. Et après, pose ta question. Et fais les exercices, parce que si tu sais pas déjà de quoi on parle, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de percer le mystère des cartographies. Dis-toi, il y a 3 ans de ça, j'avais jamais pris un taux de compression de bagnole et je savais pas à quoi servait une sonde lambda. Aujourd'hui, je sais, je connais tous les capteurs, comment ils fonctionnent et les valeurs qui sont censées renvoyer plus ou moins. Mais je sais à quoi ils servent et c'est la base. Si tu ouvres ton capot et que tu vois un capteur et que tu sais pas ce que c'est, encore un ça va. S'il y en a 4-5, tu sais pas à quoi ils servent, commence par étudier les capteurs. Bonne chance.